Donc, écoute, merci beaucoup, Marie-Michel, de te joindre à nous aujourd'hui, puis évidemment pour ta patience aussi. Je t'ai présenté juste avant, alors je vais recommencer un petit peu pour que les gens qui nous avaient pas suivis dès le départ te connaissent. Mais avant ça, je vais juste vous préciser que si vous n'aviez pas le temps de rester jusqu'au bout du live, tous nos lives sont enregistrés et vous pourrez le consulter ensuite sur notre page Facebook. Donc, pas de panique, on reste là. Donc Marie-Michel, je te présente. Donc tu es psychoéducatrice, psychothérapeute, professeure du département de psychologie du Cégep de l'Outaouais et tu œuvres dans le domaine de la santé mentale depuis près de 20 ans. Tu es aussi cofondatrice d'une clinique Imavi, donc qui est spécialisée en images corporelles et en troubles alimentaires. Et tu es autrice d'un tout nouveau roman qui s'appelle Romy, accepter son corps à l'adolescence, publié aux éditions Midi 30. Alors, juste pour les personnes qui seraient intéressées par cet ouvrage tout neuf, qui est destiné aux jeunes, on mettra le lien vers l'ouvrage dans les commentaires. Alors, Marie-Michel, aujourd'hui, on va parler d'image corporelle. On le sait, parfois à l'adolescence, ça peut être difficile d'accepter son corps. Non seulement il y a la puberté à gérer, puis il y a aussi le regard des autres. Et puis aujourd'hui, on a aussi beaucoup de réseaux sociaux, on a aussi des émissions de télévision, de télé-réalité qui mettent aussi d'autres normes. Et puis on a aussi beaucoup encore de grossophobie qui existe dans notre société. Alors, on va voir avec toi s'il existe des moyens de prévenir ces difficultés et puis comment agir en tant que parent ou membre du personnel scolaire donc pour aider nos jeunes à développer une image corporelle saine. Parce qu'à la Fondation, on aime proposer des solutions concrètes face aux problématiques. Alors, je vais commencer tout de suite par notre première question. Est-ce que tu peux nous définir exactement ce qu'est l'image corporelle? Ouais. En fait, c'est une grosse question. L'image corporelle, je pense que tout d'abord, c'est important de se dire que c'est une perception. J'entends encore aujourd'hui des personnes me dire ah, l'image corporelle, c'est le poids que tu as, ou l'image corporelle, c'est comment les autres te perçoivent. En fait, l'image corporelle, c'est mon image corporelle, c'est comment je me perçois. Alors, c'est très Mhm. subjectif et c'est lié à la fois à comment je me sens par rapport à mon corps, les pensées qui sont liées à ces émotions-là, à cette perception-là, au comportement que je vais mettre en place. Alors, dans le fond, je donne souvent l'exemple, puis je pense que vous l'avez repris sur Instagram il y a quelques jours, quand on se ferme les yeux et on s'imagine se regarder, on s'imagine devant le miroir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi les jugements qui me viennent en tête? Tout ça, c'est ça, l'image corporelle. Mhm. Alors, tu fais bien de préciser Instagram et le contenu effectivement qu'on a repris de ta part, parce que ça me permet de dire aux personnes qui nous regardent que enfin, tu as déjà écrit un article pour nous, pour la trousse jeune, sur le sujet de l'image corporelle et d'autres articles qui s'en viennent très bientôt pour les adultes sur ce sujet-là. Donc, sur notre site web fondationjeuneentête.org. Mais effectivement, on essaye de les partager au plus grand nombre. Alors, on les diffuse régulièrement sur nos réseaux sociaux. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux régulièrement. Merci déjà pour cette définition. Puis, est-ce qu'on pourrait préciser un petit peu les enjeux qui sont vraiment plus spécifiques à l'adolescence? Qu'est-ce que tu remarques plus fréquemment? À l'adolescence, je pense que si on pouvait prendre un mot, puis il va falloir me pardonner l'anglicisme, mais c'est une espèce de boost, dans le Mhm. sens où il y a beaucoup de changements qui apparaissent à l'adolescence. Par définition, l'adolescence arrive avec des changements corporels, entre autres, et ça demande une grande adaptation. Mhm. Alors, à l'enfance, il y a déjà des bases qui sont en place par rapport à l'image corporelle, mais l'adolescence, elle arrive là, comme une espèce de char d'assaut. T'sais. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations avec des nouvelles courbes, des nouveaux endroits où est-ce qu'il va y avoir plus de gras, de l'acné, des couleurs différentes. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là, ça arrive rapidement et des fois, les jeunes sont plus ou moins préparés à ces changements-là aussi. Alors, c'est Mhm. comme, OK, il faut que je m'adapte à quelque chose qui
qui peut ne pas faire mon affaire. Parce que dans le fond, Mhm. ce qu'on remarque aussi avec l'adolescence, c'est que tous ces changements-là liés à la puberté, bien, généralement, ça peut m'éloigner de ce que je perçois comme étant quelque chose d'idéal. Le Mhm. corps idéal, là, que je vais mettre vraiment en gros, gros guillemets, les changements corporels de l'adolescence m'éloignent pas mal de cet idéal-là. Mhm. Puis tu disais tantôt que effectivement ça ne commençait pas à l'adolescence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se bâtit une image corporelle? À quel âge ça commence? Ben, en fait, je pense que je vais même reprendre le mot que tu utilises parce que c'est un mot qui est vraiment important dans le sens où ça se construit. Alors, Mhm. c'est pas quelque chose qu'on se réveille un matin puis tada, j'ai mon image corporelle qui est faite puis que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. C'est quelque chose qui va se développer à travers une interaction de plusieurs facteurs et qui n'est pas nécessairement statique dans le temps. Alors, justement, on est en train de dire qu'à l'adolescence, il y a quelque chose même au pluriel, là, qui va se passer, qui va faire en sorte que mon image corporelle peut fluctuer, mais c'est aussi le cas à travers plusieurs changements de la vie. Alors, à l'âge adulte aussi, il va se passer des choses. Si je recule dans le temps puis je reviens à l'enfance, on le sait que tout ce qui touche aux facteurs plus individuels, donc la personnalité, il y a certaines fragilités des fois qui peuvent placer le jeune plus à risque de développer certaines formes d'insatisfaction. On sait aussi que les expériences interpersonnelles sont très importantes. Euh, C'était quoi la dynamique ou c'est quoi la dynamique à la maison entourant le corps, entourant la nourriture, la diversité corporelle? Est-ce que c'est une valeur qu'on a véhiculée? Mhm. On a des caractéristiques physiques aussi, donc le simple fait d'être une fille nous place plus à risque d'insatisfaction corporelle que les garçons, quoique on sait que les garçons vont présenter aussi une insatisfaction corporelle. Le poids, la puberté, justement. Alors, il y a comme plusieurs facteurs là-dedans. Tu parlais de médias sociaux là-dedans. Fait que là, on Mhm. rentre tout ce qui est socialisation, comparaison sociale, les médias là-dedans. Ça fait qu'on a plusieurs facteurs qui interagissent ensemble et qui ont chacun leur importance, qui vont venir tranquillement pas vite développer chez l'enfant une image corporelle, enfant qui va devenir adolescent. Et là, justement, la puberté, c'est un de ces facteurs-là qui vient jouer dans le développement de l'image corporelle. Ouais, donc c'est vraiment un phénomène complexe finalement qui est très global. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser un petit peu plus l'influence que les parents pourraient avoir, ont justement dans la constitution de cette image corporelle, puis l'école aussi, parce que d'après ce que tu disais, c'était vraiment des facteurs importants justement Ouais. dans cette réalisation-là. OK, commençons par les parents. En fait, les parents, c'est d'excellents modèles. Les parents, c'est nos premiers modèles, dans le fond. Quand on est enfant, c'est les premières personnes, des personnes très significatives. Alors, on sait que leur propre image corporelle va devenir importante. Donc, ma mère, mon père, le regard qu'ils ont sur leur propre corps va m'envoyer un certain message. Les commentaires qui vont passer sur leur corps, mon corps, le corps des autres, c'est une autre Mhm. chose très importante. La dynamique à la maison entourant l'alimentation. Est-ce que j'ai grandi, comme par exemple, dans un environnement où est-ce qu'on me disait fais attention, là, mange pas de ça, tu vas devenir grosse. Fais attention, là, surveille qu'est-ce que tu manges, là. Alors, ou Mhm. alors, au contraire, on m'a encouragé à dire va donc voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu encore faim? Comment ton corps te dit que t'as plus faim? Qu'est-ce que ça te tente de manger? Te sens-tu Mhm. bien dans ces vêtements-là? Il me semble que je te sens comme toute coincée. T'aimes-tu mieux porter ces vêtements-là où je te sens beaucoup plus confortable? Alors, toute Mhm. cette dynamique-là entourant le corps at large, là, comme les vêtements, le confort, les signes physiques, l'alimentation, bref, tout ça va influencer beaucoup le rapport que je vais développer avec mon corps. Euh, Parce qu'on est tout un être humain, tout le monde, Mhm. et même si à la maison ça se passe bien, que les commentaires sont positifs et qu'on m'encourage à me connecter à mes signaux corporels, ça se peut qu'à un moment donné, je passe un commentaire sur le fait que je me trouve grosse, que je ne veux pas porter ces vêtements-là, que je veux faire attention à X, Y, Z. Et là, la réponse, l'intervention de mes parents va devenir aussi important. Comment est-ce qu'ils vont réussir à ramasser ça? C'est quoi le Mhm. retour qui va être fait? Donc, est-ce qu'on va encourager l'évitement? Ben, c'est vrai, là, porte pas ça, là, ces shorts-là, là, tu devrais peut-être plus y aller pour des vêtements plus amples.
Ou alors, on va plutôt m'accueillir dans ma crainte, dans ma préoccupation, puis on va plutôt m'encourager à me concentrer sur mes goûts corporels, mes goûts alimentaires. Ça, c'est pour les parents. Ouais, c'est vraiment intéressant là. Déjà, c'est des belles pistes de réflexion. Puis effectivement, pour l'école, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais sur l'influence de l'école? L'influence de l'école, elle est un peu différente. Je te dirais que l'entrée à l'école est un facteur important parce qu'elle va augmenter la comparaison sociale. Donc, fait que là, je parle vraiment là, de maternelle première année, fait que je suis un peu plus jeune que ado, mais Mhm, dès l'entrée, on le sait qu'il y a une augmentation parce que, veux pas, j'arrive dans un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'enfants, alors ça va augmenter cette comparaison sociale qui est tout à fait normale. Hein? Je ne veux pas tomber dans mhm, faut arrêter de se comparer. Je pense que c'est impossible. L'être humain a besoin de la comparaison pour se construire aussi. Mais ça mhm, va quand même augmenter cette comparaison sociale-là. Si à la base, on a un enfant qui est plus anxieux, qui a une faible estime de lui-même, qui se compare déjà beaucoup, pour qui l'image corporelle, c'est quelque chose de beaucoup plus souffrant, qui présente une détresse, bien là, on peut voir un élément déclencheur important. Malheureusement, on le sait qu'à l'école, un des facteurs très, très présents, c'est le risque d'intimidation. mhm. Dès qu'on parle d'intimidation, on sait que le facteur numéro un responsable de l'intimidation, c'est le poids. Alors, Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je sais que c'est un point dont on avait parlé ensemble, là, c'est le lien entre l'intimidation et la grossophobie. Est-ce que- ouais, grosse question encore. En fait, c'est que, partons, intimidation, c'est une forme de violence. Et Mhm, l'intimidation, c'est le fait de traiter quelqu'un d'une façon négative, péjorative, à cause d'une certaine caractéristique. Et on sait que le poids, c'est la raison numéro un d'intimidation à l'école secondaire. Alors, ça serait un enfant qui serait intimidé parce qu'il présente un corps qui ne correspond pas à une norme attendue quelconque de la société. En d'autres mots, probablement que cet enfant-là est plus gros que ce que la norme attendrait. mhm. Et le lien, en fait, le lien avec la grossophobie, c'est que la grossophobie, c'est un terme populaire qui est utilisé pour expliquer toute stigmatisation liée au poids. Donc, discrimination, intimidation, la grossophobie englobe ça. Ok. Puis, est-ce que tu aurais des moyens concrets pour les écoles, en fait, pour les aider à faire reculer l'intimidation qui est liée à la grossophobie, justement? La première intervention doit être active. La première intervention, c'est de dénoncer. Dénoncer, c'est inacceptable. Toute Mhm, forme d'intimidation est inacceptable. Et là, il y a une espèce de phénomène qui est extrêmement malheureux, où est-ce qu'on observe que l'intimidation en lien avec le poids, elle passe comme dans le beurre. mhm, Elle est tolérée, elle fait partie de, on la laisse passer, on a une crainte. Le poids, c'est quelque chose de très complexe et des fois, ce que j'entends, c'est j'ai peur de la part de l'adulte, j'ai peur d'intervenir parce que je ne sais pas comment, ou alors je ne sais pas ce que ça va provoquer chez le jeune. Tu sais, d'un coup que, en fait, c'est comme si l'évitement devenait un peu soulageant. Tu sais, j'aime mieux mhm, faire comme si c'était comme pas là, puis c'est normal, là, ça fait partie d'eux, puis c'est mhm, pas normal. L'intimidation ne fait pas partie d'un développement normal. C'est un geste de violence qui doit être dénoncé pour qu'il soit arrêté et pour nous permettre d'intervenir adéquatement. Et ça, c'est à différents niveaux. Adéquatement, ça veut dire sur le jeune qui vient d'être intimidé, donc qui a reçu cette violence-là, il faut être capable d'accueillir ça. Il faut être mhm, capable de restructurer et de dire jamais ça va être acceptable. Tu n'as rien fait de mal. mhm. Ton corps est ce qu'il est. Ouais, Et vraiment c'est pour ça. déculpabiliser aussi les jeunes parce qu'apparemment, des jeunes qui se perçoivent comme trop gros par rapport à la norme ont tendance à culpabiliser eux-mêmes et à retourner une certaine violence contre eux-mêmes, hein. C'était ce que tu me Exactement. disais. Alors, et c'est pour ça qu'une des conséquences est extrêmement néfaste parce que là, si moi je suis victime d'intimidation pour mon poids, qu'il n'y a pas d'intervention ou que l'intervention n'est pas adéquate, je peux en arriver à me dire, écoute, c'est de ma faute finalement, si je n'étais pas Mhm, si grosse que ça.
j'aurais pas été victime d'intimidation, donc j'en suis responsable, j'ai ce que je mérite. Écoute, Mhm. c'est extrêmement violent, là, et c'est souffrant. Et Oui, ça on ne... peut comprendre les effets destructeurs que ça peut avoir sur Exactement. un Et c'est adolescent en construction en plus. Donc, ouais. Mais c'est pour ça que ça revient, cette responsabilité-là appartient à l'adulte. C'est Mhm. à l'adulte d'observer, de recevoir et d'intervenir adéquatement. Ensuite, l'autre partie de l'intervention, c'est définitivement aux personnes qui en ont été témoins, mais aussi sur la personne qui a véhiculé le message intimidatoire, d'intimidation. Ok, bah, écoute, c'est vraiment intéressant. J'en reviens un petit peu à ce qu'on s'était dit au départ. On avait évoqué aussi les médias, les réseaux sociaux, qui avaient une part importante justement sur l'image corporelle des jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette influence? Qu'est-ce que tu remarques, toi, avec ton regard d'intervenante? Deux choses différentes. Une chose plus plate, puis une chose plus fun. Les médias, et là, tous médias confondus, là, le côté plate, c'est qu'ils envoient et confirment un modèle unique de beauté. Mhm, Et la beauté en ce moment dans ce modèle unique-là est liée très étroitement à la minceur. mhm. Alors, c'est le côté néfaste d'une exposition, là, je vais dire prolongée, mais je pense qu'on commence là, je pense que vous l'avez nommé aussi sur vos réseaux il n'y a pas longtemps, du fait que le prolongé, là, il n'est pas obligé d'être si prolongé que ça pour que ça ait un impact néfaste, quelques C'est minutes ça. seulement. Ouais, Mais en fait, c'est assez frappant là quand on ne connaît pas cette thématique de voir que 3 minutes suffisent. C'est, ouais, ça laisse songeur parce que effectivement, on passe tous et les adolescents aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, ouais. Puis tu sais quoi, cette étude-là, en fait, là, celui qui a vraiment dit 3 minutes, c'est avant les médias sociaux. C'était les ouais. revues. Tu sais, dans le temps qu'on avait des revues. Les magazines de mode. Oui, des magazines de mode. Alors, lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié des images papier et ça prenait 3 minutes avant la fin de voir, avant de Mhm, voir qu'il y avait un changement au niveau de l'humeur plus négative, une augmentation des préoccupations corporelles. Fait que je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est rendu avec les Instagram et compagnie. En fait, là, il y a mhm, d'autres études qui en ont fait, puis le temps limite peut changer, là, mais on est tous en bas de 10 minutes. Là. Alors, tout ça pour dire mhm, que ça prend pas beaucoup. Tu sais, on n'est pas en train de dire oui, mais ça se passe seulement chez les personnes qui passent 3 heures et plus. Non, non, pas en tout. Quelques mhm, minutes. Parce que je suis exposée continuellement à la même chose. Alors, c'est pas nécessairement si conscient que ça, mais ça a un impact parce que mon cerveau qui reçoit ces images-là à répétition en vient un peu à comprendre. Tu sais, c'est comme, ah, OK, c'est de même, mhm, ça marche. Ah, OK, c'est ça la beauté. Ah, OK, c'est à ça que je devrais ressembler. Alors, ça l'influence ma construction de ce qu'est la beauté. mhm. Ouais, Le, donc le côté... Oui, vas-y. oui, non, c'est quelque chose de très profond en fait finalement. C'est pas un effet superficiel et momentané. Là, ça vient vraiment modifier profondément la perception d'un idéal corporel. Donc, je Exactement. comprends le phénomène. Puis, alors, parle-nous aussi du côté fun. Parce que, ayons un peu d'espoir. En fait, le côté fun, c'est justement quand on prend conscience de ça et qu'on Mhm, est capable de s'insurger, qu'on est mhm, capable de dire, hey, c'est pas vrai que c'est ça. Tu sais, l'être humain, là, c'est pas vrai qu'il y a seulement un modèle. Il y en a des dizaines et des dizaines de modèles. Ça, c'est la diversité corporelle. Et c'est mhm, là où les médias peuvent devenir très aidant quand on a, mais ça c'est un effort collectif, là, c'est toi, c'est moi, c'est eux autres qui vont décider de fournir, de partager des images diversifiées, gros mots-clés, là, qui mhm. vont nous donner finalement le vrai regard. Tu sais, le corps humain, il est diversifié. Oui, par essence, c'est sûr, ce serait tellement triste d'avoir un monde uniforme là. C'est beaucoup plus joyeux comme ça. Puis, je pense que tu penses aussi au mouvement du body positive qui fait partie un peu de cette vague-là. Mais c'est sûr que ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de grands médias qui reprennent aussi ça, des magazines de mode aussi.
Ben, Puis, c'est encore drôle parce que, puis ça, je trouve ça quand même important de le nommer parce que c'est ce qui nous permet de s'insurger un peu. Donc, c'est de mhm, comprendre que même dans ces efforts-là qui sont très positifs et qu'on aime puis qu'on souligne, là, reste que c'est quand même des images qui vont être photoshopées, qui vont mhm. rester dans un carcan qui est comme un peu différent-ish, mais pas tant que ça finalement. Ouais. Alors, ouais, faut faire attention. La diversité, elle est très importante, puis il faut continuer à aller la chercher pour vrai. Puis comment on apprend ça aux jeunes, en fait? Justement, comment on leur fait passer ces messages-là pour les aider justement à différencier? Parce qu'effectivement, le débat devient complexe parce que on voit des mannequins, par exemple, qui sont devenus très connus comme Ashley Graham, qui affichent des courbes, etc. Mais quand on regarde bien son corps, finalement, c'est pas du tout un corps standard. C'est pas, donc, c'est ça. Comment on arrive à les sensibiliser à ça, nos jeunes? Ben, définitivement en parlant. Parce Mhm, que justement, Ashley Graham, c'est un modèle, on va nommer taille plus parce que je pense que c'est le terme officiel qu'elle utilise. En même temps, dans les tailles plus, est vraiment au minimum. Tu sais, je lisais mhm, justement un livre sur la grossophobie, puis l'auteur ou l'autrice, là, j'ai lu plusieurs livres, puis je me souviens plus exactement lequel il disait, mais il disait Ashley Graham, on est comme dans la limite minimale du taille mhm, plus. Fait encore, je pense qu'il faut faire attention, mais il faut en parler. Il faut rappeler l'importance du Photoshop. Il faut mhm, rappeler l'importance de ce qu'on voit, l'importance des modifications dans ce qu'on voit des différentes images, l'importance de la diversité corporelle, l'importance de l'unicité. mhm. On est comme on a un corps qu'on a, il va changer comme il a décidé lui-même de changer. On est tous différents, mais ça, c'est un discours qu'on doit avoir à répétition. C'est pas quelque chose qu'on va lire une fois, puis on va l'intégrer, puis ça va être fini là. C'est pas quelque chose qu'on va entendre, on va se le dire une fois, puis ça va être intégré. C'est quelque chose qu'on doit se répéter régulièrement. Mhm. Alors, la sensibilisation. Oui, puis peut-être reprendre aussi ces adolescents ou même soi-même quand un propos grossophobe échappe, parce que c'est des choses qui sont très courantes. Je me souviens, dans une conversation qu'on avait eue, tu m'avais expliqué que simplement le fait, par exemple, de critiquer l'apparence d'une star, d'un acteur ou d'une actrice connue, de dire ah, elle a pris du poids ou il a vieilli ou ceci, cela, bah, rien que d'avoir cette considération-là devant son jeune, c'était déjà quelque chose de pas forcément très positif là. Ça installait aussi cette idée de norme. Donc Oui, c'est. effectivement. Puis on voit à quel point, parce que comme tu le dis, tout le monde a eu au moins une fois, si c'est pas 10, des Mhm, commentaires comme ça, puis on voit à quel point c'est installé, mhm, intégré dans la société, le fait de parler d'apparence, de parler de poids. Et quand les jeunes entendent ça, en fait, sans s'en rendre compte, puis sans même le vouloir, ce qu'on est en train de dire, c'est et que c'est important l'apparence. mhm. Et que c'est important le poids, alors fais bien attention. Ouais. Surveille-toi. Tu sais, dans le fond, c'est ça le message qu'on est en train d'envoyer quand on passe un commentaire. Et Mhm. c'est pas important. Alors, il Non. faut décentrer. Tu sais, moi, je dis souvent, il y a tellement de choses importantes puis le fun à parler entre êtres humains. On n'a pas Mhm. besoin de poids, on n'a pas besoin de l'apparence. C'est pas important, ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis, alors juste pour revenir à un échange que j'avais eu le mois dernier avec Stéphanie Deslauriers, on avait parlé d'estime de soi, puis du fait que c'était un facteur de protection face à la détresse psychologique. Alors je sais que l'image corporelle et l'estime de soi, c'est quand même des notions très très proches. Est-ce que toi, tu dirais que ça peut être un facteur de protection de la détresse? Absolument. Absolument. Parce qu'en fait, l'estime de soi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir agir comme une espèce de bouclier protecteur. Parce Mhm, que, admettons que je suis intimidée, que je suis critiquée par rapport à mon apparence, par rapport à mon poids, si j'ai une estime de moi faible, en quelque part, c'est que je ne suis pas trop consciente de ma valeur et je me critique fort probablement de façon négative. J'ai l'impression que je ne suis pas bonne, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas trop de qualité. Et donc, il me reste peut-être juste mon apparence. Et là, tu es en train de me dire que même mon apparence mhm, est pas à la hauteur ou le poids fait de moi une personne qui a moins de valeur. Alors, j'ai comme plus de protection. mhm. Si Ok. on le voit à l'inverse, ben,
si je reçois un certain commentaire ou si je prends conscience que mon corps ne correspond pas aux normes établies pour peu X, Y raison, mais je suis consciente que je suis compétente, je suis bonne à faire telle affaire. Regarde donc, j'ai telle qualité. Ah, on m'apprécie pour ma générosité, pour ma sensibilité. Alors, je suis capable de me définir en tant que personne autrement que par l'apparence. Et ça, de toute façon, c'est important pour monsieur, madame, tout le monde. On sait que l'estime de soi, c'est une protection, justement, au niveau de la détresse Mhm. psychologique en général. Alors, c'est la même chose par rapport aux préoccupations corporelles. Mhm. Ouais, donc c'est vraiment un enjeu majeur. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent, là, si on voit que son ado a une mauvaise image corporelle? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bien, en fait, avoir une mauvaise image corporelle, je pense que ce serait important d'aller voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on observerait chez ce jeune-là. Puis après, je pourrais peut-être donner quelques outils. Fait que dans le fond, ce qu'on observerait, ça serait un jeune qui probablement émet des commentaires ouvertement sur une certaine forme d'insatisfaction. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Peut-être que le jeune va éviter certaines activités sociales parce que, fait que, exemple, l'exemple classique de la plage. Fait que je veux Mhm. pas aller à la plage parce qu'il va falloir se mettre en costume de bain ou je veux pas aller à tu sais, dans le temps qu'on avait des parties puis qu'on voyait du monde, je veux pas aller à telle place parce que, ben, c'est un pool party. Là, il va falloir que je me mette en costume de bain, je veux pas me montrer. Alors, on peut avoir un jeune qui va s'isoler davantage Mhm. qui peut développer aussi une certaine forme d'anxiété sociale reliée à tout ce qui va aller toucher l'apparence. Le bal de cinquième secondaire, je le vois régulièrement comme étant un facteur déclencheur. D'accord. Alors, quand on a ces observations-là, c'est très important de pouvoir accueillir ce qui se passe et d'être Mhm. capable de le nommer. Ce que je remarque souvent, c'est qu'on tombe, évidemment, on ne veut pas que notre enfant souffre, il n'y a pas un parent qui veut ça sur la terre, puis on tombe dans l'espèce de piège de dire, ben non, mais t'es belle, pourquoi tu dis ça? Ben non, mais t'es Mhm. super beau, pourquoi tu dis ça de toi? Arrête, là, de penser comme ça. C'est Tu sais, vrai qu'on a tendance à le faire, ça. Oui, puis à travers mes années, jamais j'ai eu un jeune qui me dit, hey, tu sais quoi? Quand mon parent me dit ça, Colin, il y a eu un déclic, puis j'ai arrêté ça là. C'est comme, ça marche pas. Ouais, la réponse est plutôt ouais, mais t'es ma mère, alors c'est normal. T'es obligé de dire ça parce que tu m'aimes ou tu C'est le penses ça. pas pour vrai. Fait que Ouais. non. Puis en fait, malheureusement, c'est que le jeune peut se sentir très invalidé dans sa Mhm. détresse ou dans sa préoccupation. Alors, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est difficile pour toi. Tu te Mhm. trouves pas beau, tu te trouves pas belle. Et tu veux-tu m'en dire un peu plus? Bien, on va s'en parler. Ok. Et, et surtout, de ne pas tomber là aussi dans les interventions à éviter, là, dans ben oui, mais tu peux perdre du poids. Comme Mhm. pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? Puis ça peut être fait d'une façon super bienveillante, là. Les Mhm. parents ne sont pas méchants. Au Mhm. contraire, le parent veut aider son enfant, puis on entend tellement dans la société que, ben, par exemple, du poids, puis tes problèmes vont être réglés. Alors, régulièrement, il y a des parents qui vont encourager le jeune à faire une diète ou, ben non, Mhm. à aller faire de l'exercice pour perdre du poids. Et là, en fait, malheureusement, ce que je suis en train de te dire, c'est que ton corps n'est pas acceptable tel qu'il est. Puis que si Mhm. tu perds du poids, tu as du contrôle sur ton corps beaucoup plus que ce que la réalité nous dit. Puis si tu perds du poids, ben, tu vas augmenter ton estime personnelle, ce qui est rarement faux. Ce qui est Mhm. rarement vrai. Excuse. Oui, en plus, oui, c'est pas forcément du tout corrélé. C'est pas si simple que ça. Mais comment on peut les aider alors à ce moment-là à cultiver une bonne image corporelle finalement? Comment on peut s'y prendre pour justement éviter qu'ils en arrivent là? On revient au modèle. En tant que parent, je suis un modèle. Alors, je me questionne sur ma propre image corporelle. C'est quoi le rapport que j'ai avec mon corps? C'est quoi les émotions que je ressens? Quels sont les comportements que je mets en place? Et de quelle façon je peux exprimer une diversité corporelle à la maison? On parlait de commentaires tantôt sur le corps des autres. Est-ce que je suis une personne qui passe beaucoup de commentaires? Dans nos conversations, est-ce que le corps, l'apparence fait vraiment partie des sujets? Si oui, j'essaie d'éliminer ça le plus possible, quitte Mhm. à les éliminer complètement. Alors, Ouais. c'est très important d'agir comme modèle. Alors, moi avec moi, puis ensuite, moi avec toi aussi. Alors, je peux t'aider
à te rappeler que tu en as juste un corps, que c'est lui, que c'est important de l'accepter comme il est. Et pour certaines personnes, en fait, ce qu'on remarque, tu parlais de body positive tantôt, c'est sûr que peut-être dans le meilleur des mondes, là, tout le monde aimerait son corps de façon inconditionnelle, mais ce qu'on commence à voir, parce que les recherches sont encore en train de rentrer là, par rapport à l'image corporelle positive, c'est comme très flou encore. On a des nouveaux concepts qui arrivent encore régulièrement, puis ce qu'on remarque, c'est que c'est peut-être pas la seule solution pour tout le monde Mhm. d'aimer son corps inconditionnellement. Il y a certaines personnes qui vont choisir cette voie-là et c'est super. Et il y a certaines autres personnes pour lesquelles c'est comme trop loin. Tu sais, Mhm. d'apprendre à aimer mon corps, c'est comme, oh my God, je l'haïs. Comment veux-tu que je commence à l'aimer? Mhm. Puis moi, là, me dire, je suis belle, je suis belle, je suis belle, là, ça fait juste faire le contraire. On dirait que ça fait juste faire focuser sur le fait que je m'aime pas. Et Mhm. on commence à voir que la porte possible pour ces personnes-là, c'est plutôt de se décentrer de l'apparence. Mhm. Pour un corps fonctionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aide à faire quoi, ce corps-là? Peux-tu te concentrer sur j'ai deux jambes, puis il Mhm. m'aide à marcher? Je suis Mhm. allée chercher mon fils à la marche tantôt, c'est mes jambes qui m'ont permis de faire ça. Alors, on est vraiment dans une espèce, ça peut ressembler un peu à une restructuration cognitive, mais où est-ce que le focus, c'est pas convainc-toi que tu te trouves belle. C'est Mhm. comme décentre. Ouais. Ça s'appelle la neutralité corporelle. Mhm. Ben, c'est déjà prendre conscience de l'utilité simplement de son corps, du fait qu'il peut nous aider à accomplir des choses en dehors de toute Exactement. considération esthétique, effectivement. Puis, effectivement, ça paraît être une voie très intéressante d'aller chercher aussi de l'épanouissement dans d'autres domaines et puis de s'enrichir de ça. Exactement. Donc, Ouais. Puis de toute façon, cet aspect-là fait partie de l'image corporelle positive. mhm. Donc, de toute façon, on y arrive au final. Exact. Écoute, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup de questions. Je vois que le sujet intéresse énormément. Alors, je vais te les poser, puis tu vas me Okay. dire voilà, ce que tu peux faire. Après, je dis simplement aux personnes qui nous ont posé ces questions que il peut y avoir des questions qui peuvent être compliquées à répondre parce que ça demanderait vraiment une consultation et puis d'avoir une prise de conscience de toute l'environnement du jeune. Mais peut-être qu'on peut tenter au moins d'avoir un début de réponse. J'ai donc une personne qui me parle de boulimie, qui demande si tu aurais des conseils à donner pour gérer des crises de boulimie. Effectivement, ça c'est une grosse question parce qu'on n'est plus nécessairement que dans une préoccupation corporelle, mais on est dans un trouble des conduites alimentaires. Alors, je ne peux pas répondre, tout simplement Mhm, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles qui nécessitent d'évaluer d'une façon approfondie le trouble alimentaire et ce qui se passe. Mais en fait, là, on est en train d'identifier qu'il y a un trouble important et j'encourage la personne à aller consulter un professionnel spécialisé en la matière. Donc, de ne pas rester seul, de ne pas essayer de faire ce cheminement-là seul. Il y a des livres qui existent là, qui sont possibles pour faire des espèces de workbook, là, mais pourquoi faire ça seul? Je pense que c'est très mhm. utile d'être accompagné dans cette démarche-là. Ok, donc ne pas rester seul. Puis après, j'ai une autre question, alors qui va peut-être te faire sourire parce qu'on a un petit peu. Bonjour, comment on fait pour essayer que l'ado prenne conscience de faire des changements sans lui faire sentir qu'il a un problème de poids ou sans le culpabiliser? Ben, déjà là, bravo de voir que l'intervention, tu sais, c'est comme le parent qui prend conscience que l'intervention se veut bienveillante, mais qu'il peut y avoir, bien malgré lui, un impact néfaste à Mhm, l'intervention. Alors mhm, déjà là, c'est une super prise de conscience et j'aurais le goût d'aller voir, on parle de quel changement. mhm, Quel changement en ce moment est important? Habituellement, les parents que je rencontre me parlent d'habitudes alimentaires et d'habitudes d'activité physique. Alors, ils prennent conscience ou ils observent que leurs jeunes, à leurs yeux, puis là, je vais le mettre en gros, gros guillemets, mangent mal ou mhm, alors ne s'exercent pas assez. Alors, ça demande encore là une évaluation pour aller voir, bien, est-ce que c'est une perception du parent d'une alimentation qui ne serait pas assez équilibrée? Donc, est-ce qu'il y a certains enjeux au niveau du parent, peut-être alimentaire, ou est-ce qu'il y a littéralement un manque de variété?
Parce que dans le Mhm. fond, ce qu'on fait, c'est que c'est une alimentation variée qui va répondre aux besoins corporels qui est la plus adéquate. Donc, le fait de manger du restaurant, le fait de manger pas, encore en gros guillemets, pas assez de fruits et de légumes, ben c'est comme une information qui reste assez floue. Il faut aller voir Mhm. s'il y a catégorisation d'aliments. Là. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça peut indiquer des restrictions alimentaires. Puis c'est ça, c'est un problème. Mhm. Et même chose pour l'exercice physique. Si le but, c'est ben, il faut que tu t'exerces parce qu'il faudrait que tu perdes du poids, ben, malheureusement, je pense qu'on est à côté de la traque. On sait que le corps a besoin de bouger. On le sait, Mhm. le corps a Mhm. besoin de bouger, mais il peut bouger de tellement de façons différentes. Puis à l'adolescence, habituellement, c'est rarement notre premier focus. Souvent, les adolescents vont avoir de la difficulté à se motiver pour bouger. Alors, j'aurais tendance à dire en famille, pourquoi pas trouver une activité que tout le monde aime et qu'on peut Mhm. faire ensemble, Mhm. en Oui, ayant du rester dans plaisir. le, c'est ça, c'est rester dans la dynamique du plaisir et surtout pas tomber dans des considérations d'esthétique purement qui justifieraient des restrictions ou du Ou sport. Finalement, d'exigence. Ou mhm. d'exigence. À partir du moment qu'on tombe dans va donc faire, Mhm. faudrait que tu fasses, ça l'a rarement motivé quelqu'un, ça. Oui, bah, c'est ça. Ou alors on peut céder une fois ou deux, puis après on arrête parce que On c'est que de arrête. la contrainte. C'est ça. Oui, puis c'est plat. Oui, c'est ça, c'est pas très drôle. Ouais. J'ai une autre question. Alors, j'ai plein de questions. Comment supporter ma fille de 13 ans qui commence à être préoccupée par l'image de son corps? Quelles sont les premières interventions à faire auprès d'elle? Ça, je pense que On c'est une question qui peut intéresser beaucoup de monde. absolument, on accueille, viens m'en parler. J'observe que c'est difficile pour toi. Je t'entends dire, je me trouve grosse ou j'ai peur que. Alors, on peut reprendre la préoccupation. Ça fait quelques fois que je t'entends dire cette chose-là. J'aimerais ça pouvoir en parler avec toi. Je vois que tu es préoccupée. Mais ça, Mhm, c'est difficile. C'est difficile parce que quand tantôt je parlais justement du modèle, l'importance du parent en tant que modèle, c'est que souvent, ça vient jouer dans nos propres enjeux. mhm, Moi, en tant que parent, mais peut-être que mon rapport est peut-être pas si facile que ça avec mon corps. Alors là, d'en parler avec ma fille, c'est comme il va falloir que moi-même je me connecte mhm, à cette détresse-là. Alors ça peut être très difficile, mhm. mais on accueille. Puis, est-ce qu'il faut le dire à son jeune que justement on a soi-même des difficultés? Est-ce que tu le conseillerais? Je ne sais pas. Mhm, J'ai le goût de te répondre, ça dépend. Euh, je, En tant que modèle, je crois beaucoup à l'importance d'être authentique. Toutefois, il y a quand même une frontière importante. mhm, Alors, je pense qu'il y a une façon de dire que c'est difficile. Je trouve ça difficile parfois. Mais je n'irai pas jusqu'à, si je prends l'exemple d'un parent qui a des grandes préoccupations et qu'il se sent pas mhm. beau, je Ouais. n'irai pas jusque-là. Le modèle demande à ce que tu puisses contenir ton insatisfaction parce que ton jeune ne peut pas recevoir ton Mhm. insatisfaction. Mais Ouais. l'authenticité pourrait permettre, c'est difficile. Mhm. Donc, exprimer sa difficulté, mais pas submerger son adolescente de ses propres difficultés finalement. Oui, Mhm, puis à la fois devenir, puis là je peux répondre aussi en même temps à cette personne-là, à la fois offrir un modèle de compassion. Alors des mhm, exemples de phrases, regarde, parce que tu sais dans le fond tantôt là j'ai passé rapidement, mais tu sais les phrases comme non mais je suis belle, j'aime tel mhm, aspect. Si ça fonctionne, tant mieux. mhm, Souvent ça va pas fonctionner, alors peut-être plus des phrases d'autocompassion. Alors d'être gentil avec soi-même et de prendre conscience aujourd'hui, je me regarde dans le miroir puis je trouve ça difficile. Et je vais me mhm, donner le droit de trouver ça difficile, mais de prendre conscience que je suis une personne à part entière pareille et que ça n'affecte pas ma valeur. mhm, Et à tout âge, c'est l'estime de soi, le levier en même temps. Alors, dans les interventions, le parent peut justement aller renforcer l'enfant sur tout ce qu'il est, ses qualités, ses compétences. Qu'est-ce que vous aimez de votre enfant? mhm, C'est pas parce qu'elle a les yeux bleus là, que vous l'aimez. mhm. Ouais. Mais c'est toujours bon de leur rappeler ça, c'est sûr. On croit parfois que les choses sont acquises, mais ça fait jamais de mal.
J'ai une dernière question qui est plus en rapport avec la pandémie. Donc, qui dit, j'entends que beaucoup d'ados ont arrêté de manger ou mangent très peu. Y a-t-il un lien entre les troubles alimentaires et la pandémie? Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Puis, est-ce qu'il y a un lien? Si c'est vrai. Oui, il y en a un lien. En fait, les Mhm. études sont très récentes parce que la pandémie, on est en plein dedans. Il y a quelques études qui sont en train de sortir qui nous ont démontré en fait une augmentation des préoccupations corporelles pendant la pandémie. D'accord. Euh, il faut comprendre qu'on a perdu nos repères. Mhm. Euh, le cercle social, les modes de coping habituels si c'était à l'extérieur. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont perdu des bases qu'ils avaient besoin pour s'adapter à leur réalité. Et là, c'est sûr qu'il faut se rappeler tous les autres facteurs de risque que j'ai nommés tantôt, fait que c'est pas chez tout le monde qu'il y a eu cette réalité-là. Mais admettons qu'on prend une personne qui est plus vulnérable aux préoccupations corporelles, puis qu'on la place dans une pandémie où est-ce qu'elle est enfermée à l'intérieur, qu'elle perd ses repères, qu'elle n'a plus d'horaire, que tout change du jour au lendemain, la pandémie semble avoir joué le rôle de facteur déclencheur pour plusieurs. Mhm. Alors, deux choses, une augmentation des préoccupations corporelles. Deuxième chose, par rapport aux troubles alimentaires, il y en a un, là je vais dire un lien, mais si on se rappelle qu'il y a peut-être deux, trois études, là, il n'y en a pas 50, 60, mais quand même, le lien qui semble se dessiner, c'est encore un lien d'éléments déclencheurs. Alors, la pandémie n'est pas responsable à elle seule de troubles alimentaires, mais chez une personne qui était déjà fragilisée, donc soit qui avait déjà eu un trouble alimentaire, ou alors qui était à risque d'en développer un, la pandémie semble avoir joué le rôle d'élément déclencheur. Alors, ce n'est pas une cause, mais c'est comme la goutte qui fait déborder le vase, mais chez une Mhm. personne qui avait plusieurs facteurs de risque à la base. Ok, bah, écoute, c'est vraiment intéressant de comprendre ce lien-là, effectivement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, bah, j'ai plus qu'à te remercier pour ton intervention qui était très pertinente, très intéressante. Je vais rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver donc ton nouveau roman qui s'appelle Romy, accepter son corps à l'adolescence. D'ailleurs, si tu souhaites en dire quelques mots, n'hésite pas, tu peux. Mais Romy, en fait, là, c'est quasiment un beau cadeau, en fait, hein, parce que c'était pas prévu que ça sorte en ce moment. Ça fait Mhm, quand même quelques temps que j'ai écrit Romy et j'ai toujours eu un grand souci d'accompagner les enfants, ados, adultes à travers l'acceptation corporelle. Et Romy m'a permis d'accompagner autant les ados, mais que les adultes, parce que là, je commence à recevoir plusieurs commentaires de plus vieux qui disent, tu sais quoi, même si ça s'adresse aux ados, je l'ai pris pour moi. Et c'est devenu mhm, un outil pour moi, même si je suis plus vieille ou plus vieux. Alors, en mhm. fait, tu parles de roman, mais c'est comme, parce que ça fait partie de la collection Perso aux éditions Midi 30. Alors, c'est tous des livres qui sont écrits sensiblement avec la même structure qui offrent de suivre l'ado à travers un cheminement. Alors, je pense qu'il y a ce que les gens me disent, en tout cas, qui aiment, c'est qu'ils sont capables de se reconnaître à travers les personnages, parce qu'il y a Romy, mais il y a d'autres personnages. Et surtout, on voit à travers, oui, les difficultés que Romy vit, mais surtout son chemin qui l'amène vers une acceptation corporelle. Alors, on voit, tu parlais d'espoir tantôt, que ça se Mhm. peut, apprendre à accepter son corps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que ça demande de l'investissement. Alors encore, Mhm. tu sais, je disais à la blague, c'est pas une fois que tu vas entendre quelque chose, puis clac, ça va se Mhm. réveiller à l'intérieur. Il faut mettre des choses en place, mais il y a beaucoup d'outils concrets dans ce livre-là. Et je pense que ce que les parents vont aimer, c'est justement de pouvoir reconnaître leur ado à travers ce livre-là. Fait que moi, je le recommande aussi aux parents pour dire, tu sais, c'est une petite lecture, c'est pas une grosse brique théorique où est-ce qu'on se perd un peu dans toutes les approches théoriques, c'est très pratique et c'est très facile de dire, OK, c'est comme ça que mon jeune pense. C'est comme Mhm. ça que mon jeune le vit. Et c'est comme ça que je peux l'accompagner adéquatement. Donc, ouais, Romy, c'est un beau cadeau en ce moment. Voilà. Bah écoute, oui, ça donne envie. Et puis, bah, voilà, j'invite tout le monde à aller consulter ton ouvrage. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, je vous invite aussi à regarder bah, les contenus que tu écris pour nous régulièrement, donc sur notre trousse jeune et notre trousse adulte. On va très bientôt, la semaine prochaine, mettre en ligne tes derniers contenus.
Donc des articles sur l'image corporelle pour les parents et sur les préjugés aussi qui entourent les personnes grosses et donc tout ce qui a trait à la grossophobie. Donc voilà, plein de belles choses à prendre en connaissance. Et puis si vous n'avez pas le temps maintenant, bah, peut-être cet été, puisque ce sera un moment plus calme pour vous. Merci beaucoup, Marie-Michel. J'espère te revoir très bientôt, peut-être dans un autre live. Et Avec puis, plaisir. j'en profite pour annoncer qu'on aura prochainement un autre Facebook Live dont la date n'a pas encore été tout à fait posée, mais ça devrait être plutôt dans la deuxième quinzaine de juin. Et ce sera avec une personne qui fera des conseils de lecture justement pour l'été, pour conseiller les parents et le personnel scolaire sur des lectures qui concernent la santé mentale. Voilà, donc avec une blogueuse qui s'appelle Sophie Lee. Alors, on aura le plaisir de l'accueillir bientôt. Voilà, bah, merci encore Marie-Michel. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur notre page Facebook.